Bonjour, je suis Jérôme Badi et vous écoutez VCAS, le podcast média de Values. Dans ce nouvel épisode, on va enfin parler d'un maillon essentiel de nos métiers, le premier maillon même, la création publicitaire. Sans créa, pas de média. Quelles sont les tendances ? Comment vient l'inspiration ? Que demandent les annonceurs ? Mais aussi, on va parler d'un gros mot. Enfin, on va voir si ça l'est pour l'un de nos invités, l'efficacité. VCast est le podcast qui parle de médias. Alors j'ai voulu confronter les réalités de ces deux mondes, la créa et le média. Et on va se demander si la créa est au service du média ou le média au service de la créa. Alors pour tenter de faire le tour de ces questions, je reçois Luc Wise, président fondateur de The Good Company. Bonjour Luc. Bonjour Jérôme. Et Michael Arros, mon cher collègue, directeur général de Values Media. Bonjour Michael. Bonjour Jérôme. Alors Luc, d'abord on va commencer par toi. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter The Good Company ? Alors, de manière très rapide et brève, donc The Good Company est une agence qui a été créée en 2019, donc on part sous nos 6 ans. Et The Good Company, c'est un nom relativement explicite, être en bonne compagnie. Et donc, on voulait créer une agence de création de campagne de communication dans un premier temps. Mais on voulait le faire à certaines conditions. La première, c'était d'être en bonne compagnie, donc travailler avec des personnes qui avaient du talent, mais qui avaient aussi un respect pour les autres. C'était avant les différents crises MeToo, Balance ton agency, Balance ton annonceur. Mais déjà, il y avait une volonté chez nous d'essayer de créer un endroit, on dirait aujourd'hui un safe space, mais en tout cas un endroit où il y avait un minimum de respect pour la personne. Et c'est pas parce qu'on est créatif qu'on peut tout se permettre. Et malheureusement, dans certains milieux, pas que la pub, on peut aussi prendre l'exemple de la télé ou de la mode, mais on a souvent couvert des personnes toxiques parce qu'ils rapportaient de l'argent. Et donc, on ne voulait pas de ça, donc être déjà en bonne compagnie avec des gens, certes avec des valeurs différentes, mais en tout cas des gens avec qui on pouvait casser le pain, campagne de façon agréable et civilisée. Et puis l'autre chose, c'était dans The Good Company, aussi mettre nos talents de communicants plutôt au service de marques qui, sans être parfaites, essayaient quand même de promouvoir une consommation plus responsable, ou alors, s'ils n'étaient pas des marques commerciales, des organismes publics, des ONG, des associations qui œuvraient pour l'intérêt général ou pour une cause en particulier. Belle ambition. Ça a été créé en quelle année, Luc ? 2019. Oui, une grande ambition, mais chaque jour, c'est toujours difficile cette ligne de crête entre business for good et good for business. C'est-à-dire, je pense que l'important, c'est d'essayer de concilier les deux, mais c'est un challenge de tous les jours. Il faut, en tant qu'entreprise, faire de l'argent et en même temps, il ne faut pas non plus tout sacrifier juste pour gagner de l'argent. Oui, et puis ça a beaucoup grossi là, ces dernières années de Good Company. Michael, à ton tour de nous dire ce que tu fais chez Values Media et pourquoi c'est toi que j'ai invité spécifiquement pour parler de ce lien entre la créa et le média. Bien, bonne question, Jérôme. Non, plus sérieusement, donc, je suis co-DG de l'agence. Je partage le poste avec Emmanuel Crégo qui s'occupe des expertises, des consultants et bien d'autres choses. Et moi, pour ma part, je m'occupe plus de tout ce qui est stratégie client, insight et new business. Donc moi, effectivement, sur la partie insight, c'est explorer tout le contexte, tout ce qui entoure la cible, tout ce qui entoure l'annonceur, ses concurrents, son marché, les enjeux, etc. Et de trouver par les insights quantiques à lisse qui va faire mouche, essayer de leur traduire aussi derrière en termes d'activation média, et puis évidemment aussi en faire une sorte de feuille de route pour l'agence créa. Tiens, on va faire un petit exercice. Luc, comment est-ce que toi, tu vois le métier de Mika tel qu'il l'a décrit et plus globalement quand même les métiers des agents de l'agence créa ? Oui, je pense qu'on est partenaires. Je me souviens plus, je crois que c'est Platon qui parlait des créatures qui étaient hommes et femmes et puis ça s'est séparé. Mais le mythe d'Aristophane, je crois. C'est Aristophane, oui, merci. Mais c'était peut-être dans ce dialogue de Platon. Oui, c'est ça, oui, mais c'est le mythe d'Aristophane. C'est le mythe d'Aristophane qui... On cherche tous notre moitié. On cherche tous notre moitié. Ouais. Et j'ai l'impression que créa et média, finalement, ne font qu'un tout, font partie c'est la même pièce. C'est deux côtés de la même pièce. Mika a parlé d'insight, connaissance des consos. À qui est-ce qu'on parle ? Évidemment, savoir à qui est-ce qu'on s'adresse, que ce soit d'un point de vue média ou d'un point de vue créa. C'est important de savoir à qui on parle. Donc, il y a énormément de passerelles. Je trouve que
justement, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec les agences médias, Values, bien entendu, et d'autres agences qui ont cette culture de compréhension de la créa, du média. Pour moi, c'est pas, il n'y a pas de média sans créa. Il y a sans doute du média pas très efficace. Il n'y a pas une créa efficace. Mais pour moi, c'est le même métier. Au fond, je pense juste qu'il y a des messages, des objectifs, des personnes, et on passe un message par un média. Et le développement de nos marchés a fait qu'on a séparé les deux. Mais en réalité, je regrette un peu. Je pense que la loi Sapin, en séparant les choses pour des raisons financières, a aussi coupé un peu la culture commune qu'il y a entre les médias et les créas, et que c'est très difficile de dissocier la créa, le média. On est obligé de le faire aujourd'hui pour des raisons législatives, et parce que les deux métiers, enfin les deux types d'agences sont vachement spécialisés, fragmentés. Mais la réalité, c'est que médias et créa vont de pair. Et donc, comment est-ce que je vois le travail de Mika ou de Values ou de toute agence média? D'abord des partenaires. Il n'y a pas de bonne stratégie média sans créa, il n'y a pas de bonne créa sans stratégie média. C'est une création artificielle qu'on a créée historiquement, avec des spécialités qui sont créées, mais en réalité, c'est toujours qu'est-ce que je dis à quelqu'un, avec quels moyens. Et pour moi, ça reste très ancré philosophiquement dans ce qu'on essaye de faire. Mika, de quelque chose à rajouter là-dessus? Bon, ça définit bien ce qu'on fait ensemble, Ouais. mais ta vision, toi, des métiers de l'agence créa. Mais je reprends un petit peu ce que Luc dit, hein. On est un peu dans le même bateau, hein. On est solidaire. Globalement, on a un chiffre qui répartit de manière totalement égalitaire le rôle et la contribution de chacun. C'est 50-50. 50% de performance sur le média, 50% de performance via la créa. Et effectivement, l'œil qu'on peut avoir sur l'agence créa, c'est un peu les auteurs de l'identité et du discours des marques auprès de leur cible. Globalement, qui je suis, qu'est-ce que je propose, où on peut me trouver et en quoi suis-je la meilleure réponse. Et effectivement, l'identité, la valeur, la singularité, bref, en fait, c'est vraiment les architectes des marques et de leur communication. Et nous, on est là pour justement pouvoir mapper les points de contact les plus performants autour des personnes qu'on souhaite adresser. Et ensuite, effectivement, au fur et à mesure que les campagnes sont activées et vivent, pouvoir leur restituer, pouvoir mesurer, pouvoir comprendre un petit peu d'où vient la performance et fine-tuner tout ça sur le long terme. En vous écoutant, c'est marrant parce que j'aurais voulu la continuer, mais on va pas y aller parce que sinon ça va durer des heures. Mais c'est assez marrant parce qu'on pourrait dire qu'il y a dans ce que tu viens de dire, il y a un peu les techniciens de l'agence média et puis les créatifs de l'autre côté. Et comme moi, je travaille dans une agence média et que je m'estime un peu créatif, du coup, je me sens un peu au milieu, mais je ne rentrerai pas dans ce débat. Et tu l'as, c'est une thèse parfaite. Non, mais c'est ça, exactement. Aristophane aurait, si tu avais connu, il aurait dit voilà celui qui fait le lien. Donc là, chers auditeurs, on se touche là tous ensemble. Bon, Luc, on va parler un petit peu de l'image de la publicité. La considération envers la publicité, est-ce qu'elle a changé? T'as pas 20 ans, t'en as pas 60 non plus, voilà. C'est quoi la deuxième partie de la phrase? Voilà. Non, mais du coup, tu as quand même pu voir évoluer certainement ces métiers. Est-ce qu'elle a changé? Est-ce que l'image a changé aussi auprès des annonceurs? Est-ce que ça a changé auprès des Français? Comment tu vois la considération autour de la publicité? Alors, la considération de la publicité, ça n'a jamais été un métier extrêmement bien vu des Français en général. On parle de pubard, il y a probablement des raisons à ça, des raisons culturelles. Probablement, là, il y a deux écoles de pensée un peu anti-pub en France. Il y a une qui est issue du communisme, l'idée qu'il y avait beaucoup le Parti communiste français était très puissant après la guerre, et dans les cercles universitaires, on sait que les tendances marxistes, ou marxiens en tout cas, étaient en vogue. Donc il y avait toujours une histoire en France de la critique de la publicité via le biais de la surconsommation. La publicité nous pousse à avoir des besoins superflus dont on n'a pas besoin. La publicité crée l'idéologie capitaliste. Et dans des pays comme la France ou l'Italie, où le Parti communiste est très fort et l'influence des académiques et des universitaires marxistes était très fort, il y a ça. Donc il y a une critique de gauche. Et puis étonnamment, il y a aussi une critique de droite qui vient plutôt de penseurs comme Bernanos, le grand écrivain qui trouvait que la publicité jouait finalement sur les péchés capitaux, la gourmandise pour vendre la nourriture par exemple. Voilà, donc la France a toujours été un pays assez publi-sceptique. Ça ne s'est pas arrangé malheureusement. Il y a une étude qui est sortie il y a 2 ans qui a fait assez grand bruit. Je crois que les publicitaires étaient les avant-derniers dans les métiers
dans lesquels les gens avaient confiance. Je crois qu'il y a les journalistes aussi qui sont très Les mal journalistes placés. assez bas classés. Je crois que les politiques, quand même, les Oui. membres du gouvernement arrivent en Quand dernier. même, non. Bon, eux, ils sont imbattables pour les Français. Ils peuvent jamais avoir raison. Mais c'est vrai que c'est un métier. En France, je pense qu'on a moins la culture de la publicité que dans les pays anglo-saxons. Probablement parce qu'en France, on est aussi un pays aussi de produits. Le produit parle de lui-même. C'est un pays agricole historiquement. Donc, je fais des bons produits, donc ils vont se vendre d'eux-mêmes. Alors que moi, je viens du Royaume-Uni, alors on a des produits nazes. Enfin, franchement. Donc, il y a besoin de faire de la Donc, il y a besoin de faire de la réclame. Et je pense que c'est intéressant. Les Néerlandais, les Britanniques vont être peut-être plus publiciphiles que les Français. Aujourd'hui, est-ce que ça s'améliore? Non, pas forcément. Ce qui a vraiment changé après, du point de vue métier, et ça rejoint ce que Mika pourra aussi partager avec nous, mais c'est la fragmentation des médias. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, on faisait un film télé, 3 annonces presse et une campagne radio, et on avait fait l'ensemble des livrables. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de points de contact, donc on doit réfléchir ensemble avec l'agence média de comment est-ce qu'on utilise tous ces points de contact. Donc c'est à la fois un champ de jeu et un territoire de jeu qui est formidable, très large, et en même temps, ça crée aussi des sujets au niveau de notre business model, parce qu'il faut produire davantage qu'avant. D'ailleurs, ça pose des questions de production pour notre business model, mais aussi, entre parenthèses, pour l'écologie aussi, puisqu'on va toujours produire plus. Et en revanche, au fond de moi, mais ça rejoint mon point de départ, malgré la fragmentation des métiers, malgré la fragmentation des audiences, malgré la fragmentation aussi des savoir-faire et des technicités, au fond, je pense qu'un bon communicant, que ce soit en agence média ou en agence créa, ou chez l'annonceur, ou dans un studio, peu importe, c'est quelqu'un qui est capable de se dire quel est le message que j'adresse avec quel média à la bonne personne. Voilà. Au fond, c'est aussi simple que ça. Bon, bah voilà, générique de fin, merci beaucoup. Non, je rigole. Donc, ok. Moi, j'aimerais t'interroger, Luc, sur l'aspect créativité. Dans la pub, on parle souvent de créatif. Il y a un peu les créatifs. Et en fait, être créatif, normalement, c'est être un peu artiste quelque part. En fait, première question, est-ce que tu vois la pub comme de l'art? Et si oui, est-ce que c'est bien raisonnable de demander à un artiste de remplir des KPI? C'est une bonne question et c'est un éternel débat. Je pense qu'il faut distinguer les moyens et la finalité. Ce qui est certain, à mon sens, c'est que la publicité ou la communication des marques utilise des moyens artistiques. On travaille avec des réalisateurs et des réalisatrices de cinéma. Souvent, nos directeurs et directrices artistiques savent dessiner, savent peindre, ou travaillent avec des photographes. On travaille avec des photographes qui sont eux-mêmes des artistes. Des musiciens. Des musiciens. Donc, on fait appel finalement aux 7 arts pour faire de la publicité. Donc, au niveau des moyens, on utilise des moyens artistiques, incontestablement. D'ailleurs, c'est pas un hasard et si Sacha Guitry a fait de la publicité, si Jacques Prévert a fait de la publicité, si Oliver Toscani a fait de la publicité. Aujourd'hui, on voit proliférer les collabs entre les marques et les artistes. Donc, indéniablement, il y a une dimension artistique dans les moyens qu'on utilise. On utilise des moyens artistiques. Après, il y a la question de la finalité. Bien sûr, la finalité est un peu différente de l'art. Nous, notre finalité, elle peut être marchande, peut être de vendre plus, accroître des parts de marché. Pas que. Ça, parfois, on limite aussi la définition de publicité en disant que c'est quelque chose où il faut vendre. Pardon, mais la sécurité routière, aussi d'action ou action contre la faim, il ne s'agit pas seulement de vendre, mais aussi de sensibiliser. Et puis, plus je découvre le monde de l'art, plus je me dis que l'art pour l'art, il y a aussi des contraintes, il y a aussi des KPI, et qu'un artiste qui ne remplit pas sa galerie, qui ne vend pas pour son galériste, et qui n'attire pas suffisamment de gens dans une expo, c'est un peu une invention du 19e siècle, l'artiste nous dit, l'art pour l'art, ce 19e siècle. Avant ça, l'art était quand même au service d'un pouvoir dominant. L'art de la Renaissance, c'est pas l'art pour l'art, c'est l'art pour la religion, c'est l'art pour un commanditaire qui en général un cardinal, un pape, et si vous remplissez pas bien la commande, il peut vous mettre sur le bûcher. Donc je pense que nous on utilise des moyens artistiques à des fins qui peuvent être commerciales, qui peuvent être de l'influence, mais toujours au service d'un pouvoir dominant qui est aujourd'hui le capitalisme, mais qui hier était par exemple l'Église catholique. Et d'ailleurs il n'y a pas ou une religion, peu importe. Mais tout ça pour dire que l'art pour l'art désintéressé, pour avoir quelques amis artistes, je sais que c'est pas aussi simple pour eux d'exprimer leur art libre de tout KPI.
et que juste avant une foire ou un grand expo à Paris d'art, on leur demande où vous en êtes tous sur le nombre d'œuvres créées. Vendues. Donc il y a des KPI aussi. Oui, alors on va faire attention le lien entre donc les rois, les papes et puis maintenant l'art pour l'art. Et ben on arrive au client. Et donc Toujours un client, c'est ça le point. Voilà, qui dit KPI dit demande client. Comment toi tu as vu évoluer justement les demandes des clients envers leurs agences d'une manière générale, les agences créa, mais d'une manière générale leurs agences. Je te poserai aussi la question, Mika. Je pense que déjà, il y a la fragmentation des médias crée des nouvelles demandes, ça c'est évident. Donc, être capable aujourd'hui de conseiller un annonceur sur l'ensemble des points de contact, c'est extrêmement important. Et ça, je pense qu'on peut le faire bien qu'avec l'aide d'une agence média, un partenaire média. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça c'est une raison pour laquelle Good Company a bien fonctionné, et je m'en réjouis, c'est quand même de plus en plus d'annonceurs se posent la question de la responsabilité de leur marque. Voilà, comment est-ce que leur marque peut s'engager dans des sujets de société, dans des sujets d'inclusion, dans des sujets d'environnement. Donc ça, c'est un gros changement et ça nous touche beaucoup. Bien sûr, la digitalisation des métiers aussi. Aujourd'hui, 65% environ des investissements publicitaires, entre guillemets, sont en fait des investissements sur le digital. Donc c'est tous ces changements-là. Et puis peut-être dans la culture, moi, un truc qui me fait plaisir, c'est que, alors il ne faut pas tomber dans la fausse bienveillance, mais quand j'ai commencé ce métier, puisque tu rappelais si gentiment que j'avais plus 20 ans, que là, je pense que la culture un peu du bad boy s'est un peu calmée dans les agences et tant mieux. Moi, je ne suis pas si nostalgique que ça du temps d'avant. Déjà, je ne l'ai pas connu tant que ça. Je ne suis pas nostalgique de l'âge d'or de la publicité où il y avait des trucs très rigolos, mais il y avait aussi 2-3 trucs moins sympas. Donc, je trouve ça plutôt bien qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de respect peut-être dans les j'espère en tout cas, peut-être un peu pieux, mais plus de respect dans les relations entre les agences, au sein des agences et entre les agences et les annonceurs. En tout cas, je le souhaite. Comment toi tu vois ça, l'évolution de la demande des clients? Est-ce que tu as l'impression que c'est simplement lié justement à la multiplication des médias ou en tout cas des leviers ou ce genre de choses ou, voilà, comment tu vois ça? En fait, on est sur un jeu de jambes permanent. Les clients font face à des objectifs business, à des objectifs de construction de marque. Il y a des enjeux très court-termistes où, à un moment donné, on produit un produit, donc le produit doit être vendu à très court terme, que ce soit sur une denrée périssable ou que ce soit un produit technologique avec une obsolescence assez programmée. Donc, il y a la réalité du business. Et puis, on sait très bien qu'à côté de ça, quand on parle d'une marque, on doit lui construire un capital avec malheureusement des investissements qui se font à l'instant T et un ROI souvent différé. Donc, c'est un vrai sujet. À peu près 80% des briefs intègrent les deux termes, branding et performance. Et donc, systématiquement, on doit, nous, avoir l'agilité de pouvoir mettre le bon poids de corps sur le branding avec le fait d'avoir un capital marque assez fort et assurer la pérennité d'une marque. Et puis, sécuriser le business. On parle de sell-out quand on est distribué en grande distrib ou quand on est sur un e-commerçant de vente en ligne directe. Donc, l'objectif, c'est vraiment de travailler un petit peu sur les deux fronts et puis aussi de retraduire ce qui peut être une notion un peu immatérielle, intangible, subjective, qui est le point de noto. Le point de noto, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'entre direction de communication, on va se comparer, moi je suis à 60, moi je suis à 65, ok. Mais qu'est-ce que ça vaut en fait derrière en termes de business, en termes d'économie? Et ce qu'on essaie, c'est de justement traduire la valeur d'un point de notoriété, par exemple, sur de la préférence ou sur de l'acquisition client ou sur de la perte de clients. Quand on dit, attention, potentiellement, vous allez perdre 1, 2, 3 points de notoriété. Et c'est quoi l'impact derrière en termes de business? Donc voilà, on essaie justement de jouer sur les deux fronts, de bien leur dire que aussi ne pas avoir le réflexe dès lors qu'on est sur un temps dur, une crise de marché, une crise de marque, une prise de recul de la part de consommateurs. Donc tout de suite, ça va pas, mon business va pas bien, donc je coupe le branding et je me focalise sur la perf. Et là, on met en place un processus de spirale infernale dont il est compliqué de se sortir. Donc voilà, on essaie, nous, de sortir un peu la tête de l'eau aux annonceurs, aux clients et aux prospects et de leur faire comprendre que, attention, oui, il y a une réalité business, on ne peut pas aller à l'encontre et à contre-courant de tout ça, mais il ne faut pas non plus réagir de manière trop hâtive. Donc voilà, le poids de corps, il est systématiquement sur les deux dimensions.
J'en parlais dans l'introduction, ça rejoint un petit peu ce que tu dis, Michael, sur l'efficacité en fait. Est-ce que cette demande, cette recherche, ce besoin d'efficacité publicitaire, est-ce que Luc, toi, tu le ressens dans les demandes des clients? Il y a un moment, faut. Alors tu disais, hein, la publicité, elle n'est pas forcément là pour vendre, on est dans vos clients, dans nos clients. Il n'y a pas que des gens qui cherchent à vendre quelque chose de bien précis, mais néanmoins, est-ce que voilà, il y a ce besoin et comment ça se traduit en création? Je trouve ça très intéressant ce que disait Mika. Je le rejoins et souvent d'ailleurs pour avoir travaillé avec Mika, souvent on fait de la brandformance, c'est-à-dire qu'on essaye d'allier un peu les deux. Oh, les beaux mots de la communication. Mais oui, c'est un néologisme, mais ce que ça montre, c'est que la vérité n'est ni dans un extrême ni dans l'autre, c'est dans un équilibre des deux. Moi, j'ai tendance à penser parfois, j'utilise la métaphore des clubs de golf. Pour faire un parcours de golf, il faut des clubs qui soient très puissants, qui peuvent créer la notoriété, de l'image, faire connaître quelque chose. Donc, il faut un gros club de golf. Et puis après, en dernier clic, il faut des petits putters. Et c'est pas l'un ou l'autre. Et je pense que parfois, on tombe dans des trucs un peu simplistes où c'est quoi le mieux, le club ou le putter? La réalité, c'est que ça dépend quel coup vous voulez jouer. Et il y a une raison pour laquelle le funnel ou l'entonnoir d'achat, c'est un entonnoir. C'est qu'on met de l'eau en bas pour que ça arrive en haut, pour que ça arrive en bas. Et donc, il faut mettre un maximum d'eau en haut, qui est plutôt la notoriété, l'image, pour convertir en bas, qui est plutôt la vente, le clic, la transfo. Et je pense qu'on a tendance un peu à artificiellement opposer les deux, alors que, et Mika le disait aussi, c'est que c'est un équilibre à trouver entre les deux, et il n'y en a pas un sans l'autre. Moi, il y a un truc qui me fait toujours... je trouve que c'est un des plus gros hold-up sémantiques de ces 30 dernières années de notre métier. C'est les médias à la perf, ou les médias héroïstes. Si on prend les plus grands annonceurs télé en France aujourd'hui, Lidl, Intermarché, Leclerc, ce pas des poètes. S'ils mettent des dizaines de millions d'euros, des centaines de millions d'euros en publicité télé tous les ans, c'est qu'a priori, ils cherchent une forme de performance. C'est une perf. Probablement, ils cherchent un tout petit peu de ROI. Enfin, je ne pense pas qu'ils fassent ça juste pour faire plaisir à TF1 et M6. Et donc, je pense que le vrai sujet, c'est qu'il y a plusieurs types d'ROI, il y a plusieurs types de perf. Et qu'il y a bien sûr la performance. On devrait parler de performance à court terme, performance à long terme, performance en termes d'image, performance en termes de vente. Mais dire qu'il y a des médias qui sont perf ou des médias qui sont héroïstes et d'autres qui ne le seraient pas, je ne sais pas ce que fout Nike ou ce que fout Lidl à mettre des millions en médias dits non héroïstes. Et je trouve que ça, c'est très malin la manière dont le monde digital s'est accaparé de ces mots pour nous faire penser que le ROI ne pouvait être que de ce style-là. Je pense que c'est très important d'avoir du ROI de conversion dans les derniers mètres, mais on sait aussi que tu arrives dans les derniers mètres que si tu as fait les premiers mètres. Et donc, il ne faut pas opposer les deux. Et voilà ce que disait Mika aussi, c'est vrai, il faut trouver le bon équilibre entre les deux mondes. Je pense qu'aussi Lidl et tous ceux que tu as cités, ils ont un très 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 gros club de départ. Ouais. Donc c'est aussi pour ça peut-être la différence. Les médias, ils réagissent peut-être un petit peu différemment en fonction de la taille de ton club de golf. Moi qui est vieux, tu vois, tu soulignais le fait que j'avais non, mais voilà, ça, on va traîner ça tout le podcast. J'ai vu énormément de boîtes pures digitales, par exemple. J'ai bossé avec Mythique sur leur première campagne à la télé. J'ai bossé pour Amazon, leur première campagne télé en France. Et c'était des gens qui disaient jamais nous ferons des médias autres que des médias de perf. Au-delà du display et des emailing, on ne fera rien. Et puis ils se sont tous mis à faire des publicités très connues, Mythique, Amazon, on connaît la publicité télé. Donc ils en arrivent toujours à un moment donné, parce qu'à un moment donné, encore une fois, c'est un entonnoir. Et l'entonnoir, il est complet du haut jusqu'en bas. Et si tu fais que le bas, pas sûr que tu aies beaucoup de volume, et si tu fais que le haut, tu auras beaucoup de volume, et après beaucoup de déperditions. Donc, c'est comme si Usain Bolt décidait de courir les 20 premiers mètres ou les 20 derniers mètres. Non, il faut courir les 100 mètres pour être j'ai faire les JO. Quoi. Bon, lui, il pouvait presque se permettre de ne pas courir les 20 derniers. C'est vrai. Il marchait sur les 50 derniers. Moins maintenant. Mais oui, moins maintenant. Il a essayé au foot, ça n'a pas donné la même chose. Toi, de ton côté, Mika, comment tu vois le travail entre l'agence média et l'agence créa et peut-être une question un peu rassemblée, mais est-ce qu'il t'arrive de recevoir une création et de te dire mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ils sont complètement perchés, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ça en média, parce que justement, on parlait d'efficacité, etc.
Voilà, comment tu vois ce travail-là entre nos réalités un peu techniques, entre guillemets, et effectivement l'inspiration qui peut avoir un but derrière. Voilà, comment on fait pour que ça marche bien ensemble? En fait, il y a une opposition de méthodes ou d'approches qui existe. C'est-à-dire que est-ce que c'est la création qui doit s'adapter aux médias ou est-ce que c'est le média qui doit s'adapter à la création? Donc là, c'est un mode un mode de collaboration un peu reverse en fonction des agences, en fonction des annonceurs. Donc soit effectivement l'agence média va avoir un travail de planning et d'analyse et de profiling sur le mapping des points de contact les plus optimaux, etc. Et donc ça en devient un cahier des charges sur laquelle l'agence créa intègre dès l'amont et dès l'idéation et dès la réflexion. Et là, l'agence va accoucher de créations qui sont tout de suite euh, portables sur les différents leviers. Et à contrario, il y a effectivement des fois, alors ça arrive, mais avec un peu moins de synergie malheureusement entre la créa et le média. Et donc la créa va imaginer un concept superbe, mais qui va à un moment donné être assez pénalisé parce qu'elle ne va pas être forcément portée par rapport à l'annonceur, par rapport à sa cible et par rapport à l'objectif sur les bons canaux. Et là, c'est déjà problématique parce qu'à un moment donné, si la créa est carrée et que l'empreinte est ronde, on va pouvoir appuyer, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, alors oui, hein, je ne citerai aucun exemple, mais c'est vrai que le parallèle entre l'art, la philosophie, le jeu de mots, etc., ça peut avoir aussi ses limites. Le côté un petit peu aller chercher de la pureté, aller chercher de la justesse sémantique, rhétorique, etc. Et être aussi dans une sorte de confrérie du marketing, de la publicité, etc. Il ne faut pas oublier des fois que le consommateur n'a pas le temps de se poser toutes les questions que les professionnels de la création et des médias se posent, et qu'il nous arrive d'avoir effectivement des créations un peu hors sol. Donc, avec une narration publicitaire trop complexe, trop compliquée, esthétique. Oui, bien sûr, avec d'autres agences. Compagnie, évidemment. Et donc, c'est vrai que du coup, il y a des beaux produits, il y a de belles créations, mais qui malheureusement peinent un petit peu. Et c'est vrai que le média, on est quand même un peu le quanti, le chiffre, le très rationnel. Là, on est plus dans l'émotion et la création. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, malheureusement, ça va se voir très vite. C'est un taux de complétion qui ne complète pas, un taux de clic qui ne clique pas, un taux de conversion qui ne convertit pas. Et donc là, à un moment donné, on va se poser très vite les questions. Et on va voir si côté ciblage, choix média, etc., tout va bien. Et puis, dans certains cas, on va pointer peut-être des éléments ou des add-ons ou des bonnes pratiques qui n'ont peut-être pas été embarquées dans la création. Donc voilà, ce genre de... Une réaction courte là-dessus. Tu entends ce discours et comment tu... Oui, ça rejoint un peu ce que je disais au début. Moi, d'un point de vue purement presque idéologique chez moi, je pense que, comme Aristophane, c'est qu'on travaille ensemble et que c'est pas la créa qui détermine le média, ni le média qui détermine les créas, mais dans un monde idéal, les deux avancent de concert comme deux jambes qui avancent. Je pense que souvent, c'est la demande client qui est le juge de paix. C'est-à-dire que si un client veut d'abord une solution média et dans laquelle il faut plugger la créa, la créa de jouer ce jeu-là. Si le client a d'abord besoin d'un nouveau discours, et le média, il faut faire plutôt dans ce sens-là. Après, je pense que l'idéal, c'est si on a le temps, c'est une boucle rétroactive qu'on affine ensemble. Après, par ce que disait Mika, j'aimerais penser aussi qu'une bonne idée créative, elle peut vivre sur tous les canaux et doit pouvoir le faire. C'est-à-dire que pour éviter que l'agence média justement se retrouve à mettre des carrés dans des ronds. Quand j'étais plus jeune, je me disais, on a fait une super campagne télé, je ne savais pas très bien comment faire le print, le display ou l'activation. Et plus ça va, plus je me dis que l'idée ne doit pas être juste sur un média, mais on doit faire l'exercice, y compris pour nos clients, que ça peut s'adapter à tous les formats possibles. Parce que même si ce n'est pas la demande à un moment T, ça peut l'être 6 mois après ou 12 mois après. Et donc, il faut avoir ce jeu de jambes-là pour pouvoir s'adapter, aussi bien pour travailler avec l'agence média, mais aussi pour le client. On va essayer d'avancer. Il me reste encore plein de questions, mais je trouve cette discussion hyper intéressante. On parle beaucoup de valeurs chez The Good Company, mais aussi chez Values Media. Alors, un petit exercice de pensée pour toi, Luc, si tu veux bien. Si tu fais défiler là, comme ça rapidement les campagnes publicitaires de ces 3-4 dernières années, quels sont les grands mouvements dans la création de ces dernières années? Est-ce que tu trouves que les valeurs et les engagements des marques émergent
plus ces dernières années ou finalement pas tant que ça? Il y a des chiffres Kantar qui nous disent que finalement ça bouge pas tellement sur le nombre de créations qui parlent justement, on appelle ça de la RSE, mais on va dire d'engagement et de Oui, marques engagées. oui, alors ça, depuis 2019, quand on s'est créé, ça a beaucoup évolué. Euh, je trouve qu'il y a une tendance que j'aime beaucoup, que je, voilà, qui me fait énormément plaisir, c'est que même s'il y a beaucoup de progrès à faire, je trouve que quand même, là, on parle de Kantar, on a une étude avec eux pour mesurer un peu la représentation dans la publicité. Et force est de constater que quand même, on voit davantage de personnes qui sont, voilà, qui ont des couleurs de peau pas forcément aussi blanc aspirine que la mienne, tant mieux. On voit de plus en plus de personnes LGBTQI+, dans la publicité. On voit davantage de personnes en situation de handicap dans la publicité. Et ça, c'est un vrai changement quand même sur ces 5-6 dernières années. J'entends beaucoup moins que quand j'ai commencé il y a 20 ans. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de mettre un beurre ou un rebeu ou un black dans une publicité? Je l'entends beaucoup moins. C'est devenu quelque chose qui est beaucoup plus difficile à exprimer. Et d'ailleurs, je le constate. Alors, après, il reste énormément de progrès à faire. C'est-à-dire que c'est évident que les populations d'origine immigrée sont sous-représentées dans la publicité par rapport à la réalité. Il est évident que le nombre de personnes LGBTQI+, sont beaucoup moindres dans la publicité qu'ils sont dans la réalité. Il est évident que les personnes en situation de handicap sont beaucoup moindres que dans la publicité que dans la réalité. Néanmoins, il y a eu une grosse augmentation. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais il y a quand même une représentation des Français et des Françaises que je trouve beaucoup plus diverse et aussi, soyons honnêtes, beaucoup plus juste qu'auparavant, où c'était quand même, si je prends l'exemple des pubs lessives ou des pubs alimentaires, ouais. Monsieur blanc, Madame blanc, fils blanc et fille blanche. Et on sait qui fait les courses. Et on sait qui fait les courses et oui, voilà. Et après, on peut dire oui, c'est du woke, c'est du washing, etc. Mais globalement, moi, je me réjouis de ce mouvement qui est quand même d'essayer d'inclure davantage de profils dans les images qu'on véhicule en tant qu'industrie publicitaire. Michael, on a publié une étude sur les valeurs qui s'appelle Value and Values. C'est un peu l'instant promo. Est-ce que les Français attendent d'une publicité qu'elle mette en avant les valeurs Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que l'étude parle de ça? Et qu'est-ce que toi tu en penses justement dans les demandes qu'on a pu avoir? Alors l'étude effectivement permet justement aux individus de se noter sur les 21 valeurs universelles qui ont été définies par un célèbre sociologue, et puis ensuite demander aux personnes de se prononcer également sur des marques, sur des secteurs, et de scorer chacune d'elles et d'eux sur ces valeurs. Les Français n'attendent pas forcément d'avoir des publicités qui mettent en avant les valeurs. Les Français attendent des marques qu'elles s'engagent, d'abord le préalable, l'acte, la cause, enfin en tous les cas la preuve, pour ensuite qu'en fonction de l'importance de cette preuve, de cet acte, que ça puisse rejaillir d'un point de vue publicité. Donc c'est en ça où effectivement il y a une vraie attente, mais il faut encore une fois que la démarche soit authentique et sincère pour qu'elle puisse porter la publicité et l'enjeu branding et business qui vont suivre. Bon, je crois que c'est le moment. Vous êtes prêts? On va parler du sujet du moment, l'intelligence artificielle. Non, Luc se met à quasiment pleurer là à côté de moi. Non, je suis désolé, mais on ne pouvait pas ne pas en parler. Bon, est-ce qu'on peut imaginer que dans quelques temps, si ce n'est pas déjà possible, en fait, l'intelligence artificielle puisse intégrer les critères médias dans son moteur et ainsi bâtir une création publicitaire de toutes pièces, parfaitement adaptée à l'audience et aux cibles et à ses attentes? Est-ce que finalement, l'intelligence artificielle ne risque pas d'être plus efficace qu'une agence créa? Luc? Peut-être un jour. Après, aujourd'hui, l'IA nous sert d'outil pour faire des maquettes. Ça, je ne réponds pas à ta question, donc je vais répondre à ta question. Est-ce qu'elle sera plus efficace? Peut-être. Aujourd'hui, je pense qu'une créa, une bonne créa, qui est efficace aussi, quelque chose qui est imprévisible, qui surprend, qui détonne, qui sort du lot.
Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, pour l'instant en tout cas, a plutôt tendance à faire dans le trou, faire le système. Donc, il peut faire, ou l'intelligence artificielle peut faire des publicités, je dirais, relativement classiques, relativement normées. Après, faire ce que Toscani a fait sur Benetton, ou ce que Dove a fait avec Real Beauty, ou ce que Nike peut faire de temps, voilà. Pour l'instant, une IA n'est pas capable de le faire. Et c'est peut-être dans cette publicité-là, dans la publicité de l'excellence, de la surprise, de l'imprévisible, de ce qui n'est pas encore totalement quantifiable, que la création peut encore créer le coup de foudre. Je pense que c'est comme la séduction romantique. Je pense qu'il y a peut-être un processus rationnel, mais il y a quand même un effet de séduction. Quand on voit quelqu'un, il y a de la magie quand on tombe amoureux. Et je pense qu'il y a un peu de magie dans tout acte créatif. Peut-être que demain, Van Gogh, l'IA sera aussi fort que Van Gogh et Monet. Pour l'instant, il sait surtout reproduire à la Van Gogh ou à la Monet. Et je pense que c'est un peu pareil pour la création publicitaire. Je pense que pour faire des messages automatisés à grande échelle par email, l'IA est assez performante. Sur des choses un tout petit peu où il faut surprendre davantage, émerger davantage, repositionner une marque, des choses un peu plus compliquées, l'humain a encore un petit avantage sur l'IA. C'est un peu comme le journalisme. Le journalisme, toi qui es ancien journaliste, c'est un peu pareil. C'est que l'IA peut assez facilement faire le rapport de ce qui s'est passé en une journée en Ukraine et en Russie. En revanche, faire un article de fond, vraiment avec un angle, un point de vue, c'est un tout petit peu plus difficile. Oui, mais la question, c'est est-ce que les gens vont demander ça ou pas? Est-ce qu'on va continuer de demander des angles et des reportages, ou du moins des enquêtes, ou est-ce qu'on va se contenter, comme déjà beaucoup de gens sur Terre, simplement d'un fait rapporté? Et donc, ce que tu décris d'une création un peu surprenante, avec quand même voilà, toute la force de l'esprit humain, etc. Est-ce que finalement, est-ce qu'on va continuer à apprécier ça? Est-ce que c'est ça qui va continuer à faire la différence? Quand on voit notamment les réseaux sociaux qui finalement répètent à l'envi un peu la même chose. Voilà. Non, Oui, c'est vrai. T'es optimiste. Oui, je suis optimiste. Je pense qu'il y a différents marchés. Je pense que aujourd'hui, les plus grandes régies publicitaires sont les GAFA et maintenant les spécialistes de la tech chinoises comme TikTok, qui captent la plupart de la valeur des investissements médias aujourd'hui dans le monde, une grande partie. Eux, ils vont donner des messages plutôt répétitifs, automatisés, etc. Mon secteur, moi, la manière dont je conçois le métier, c'est plutôt pour aider un client qui a un vrai sujet de repositionnement. Comment est-ce que je fais pour qu'on considère que le gaspillage alimentaire, c'est pas ringard, c'est cool. Voilà, pas si simple. Comment est-ce que je fais pour convaincre... Le non-gaspillage alimentaire. Le non-gaspillage alimentaire. Le non-gaspillage alimentaire soit cool. Exactement, c'est Too Good To Go qui réussit à craquer ça. Je suis pas sûr qu'une IA le craque. Comment repositionner une grande marque d'électroménager pour qu'elle soit perçue comme un acteur de l'économie circulaire. C'est ça qui m'intéresse. Et ça, une IA aujourd'hui n'est pas capable de le faire encore. Après, oui, te solliciter 25 fois pour te demander si tu as réfléchi à ton Sales Funnel Acquisition Systems et Values, ça, un robot peut le faire bien mieux que nous. Et tant mieux d'ailleurs, je lui laisse ça. Michael, ton point de vue là-dessus, comment tu vois justement l'irruption de l'IA sur nos métiers? Alors déjà, je vais évacuer un petit peu le sujet de l'IA sur notre métier du média, puisque on a finalement des plateformes qui ont systématiquement été biberonnées à l'IA, ou à l'époque les algos un peu plus basiques que l'IA générative. Donc ça fait partie justement du principe de l'achat sur des plateformes aux enchères, de pouvoir créer des jumeaux statistiques, de pouvoir recibler des personnes, etc. Donc c'est la base. Donc sur notre métier, effectivement, c'est une évolution, ça s'intègre de manière native et ça va encore optimiser les résultats. En revanche, c'est vrai que je rebondis sur ce que Luc disait, c'est en fonction de l'étape où on se trouve au niveau du funnel. L'IA, quand on est sur du matraquage en fin de funnel, on va avoir un besoin constant de fast content, de snack content, de pubs au kilo qui ont une durée de vie hyper éphémère d'une, 2, 3, 4 journées parce qu'on se tape 15 répétitions par jour sur une semaine. Là, ok, déjà d'un point de vue travail créatif et
et comment dire, intérêt du travail du créatif. Ça sert à rien d'avoir une déclinaison en 150 formats d'un master. Donc là, je pense qu'effectivement, l'IA va pouvoir faire mieux, va pouvoir s'adapter à tous les contextes, va pouvoir faire varier toutes les variables d'une création, s'adapter aux internautes, aux mobinautes, etc., etc. Donc ça, ok. Mais en revanche, dès lors qu'on va remonter en haut de funnel, et puis pour justement craquer l'enjeu, le sujet d'une marque, jouer sur l'émotion, l'inconscient, le psychisme, en fonction de comment on achète, comment on convertit, est-ce qu'on achète ou on convertit avec le cerveau ou avec le cœur, c'est complètement différent. Là, pour l'instant, l'IA, mais on peut peut-être se tromper, peut-être que dans 20 ans, on sera les gros ringues et on se dira, en fait, l'IA était bien meilleure. Mais là, à date, c'est pas possible. Et c'est vrai que c'est de la même manière, il n'y a pas de, c'est comme on disait effectivement tout à l'heure sur branding ou performance, il n'y a pas IA ou humain. C'est le combo des deux. Comment on fait effectivement pour faire avoir une approche hybride entre les deux, tous les setups, toutes les choses où l'IA est bien plus performante, beaucoup plus agile, beaucoup plus véloce, évidemment on va pas s'en priver. Mais par contre, il y a encore des choses, et heureusement, qui sont encore chasse gardée. L'humain qui parle à l'humain, ça marche encore bien, quoi. Bon, je vais mettre le point noir parce que c'est mon truc du moment. Parce que moi, j'ai lu que le prix Nobel de physique qui a un tout petit peu inventé quasiment l'IA, qui vient de dire que lui, il comprenait plus tout dans l'IA et que quand il comprenait pas, ça l'inquiétait. Voilà, je pose ça là, vous faites ce que vous voulez. Non, mais effectivement, après, c'est une question philosophique. Et après, comment ça s'applique à nos métiers? Aujourd'hui, Michael a dit, je pense que ça aide énormément. Déjà, c'est pas une révolution, c'est une évolution, parce qu'il y avait déjà beaucoup de tech dans les médias. Et puis, comme le disait Mika aussi, comme une grande partie du média, c'est aussi analyser des chiffres, analyser des données. Évidemment que l'IA permet de faire des choses plus véloces. Je suis tout à fait d'accord avec Mika pour dire aussi qu'il y a une partie de la créativité où tu n'as pas besoin pour vos stagiaires pour adapter en 150 formats différents le bonjour Jérôme, bonjour Mika, bonjour Luc, le même message, l'IA peut le faire. Et probablement un jour, oui, l'IA sera suffisamment intelligent pour être réellement générative et trouver des insights et trouver des leviers psychologiques de par lui-même. On n'est pas encore là. Après, ça va vite, j'en sais rien. Après, à un moment donné, il faudra bien, s'il y a 4 agences en pitch qui ont tous fait de l'IA, il faudra bien qu'il y ait quelque chose qui fasse la différence. Et ça existe déjà. C'est de la même manière où on avait des cahiers des charges qui exigeaient des engagements RSE ou des rendus, des livrables intégrant la RSE. Là, il commence à déjà y avoir des cahiers des charges qui mentionnent besoin d'IA dans vos réponses. Besoin d'IA dans vos réponses. Ouais, ça, c'est vraiment. Oui, okay. Sachant qu'il y avait déjà, tu le dis très bien, hein, les lookalikes, c'est une forme. Alors après, c'est quoi l'IA? Comment est-ce qu'on le market? Mais dans les médias, ça fait 10-15 ans qu'on voit des formes. C'était quoi Google Nest? C'était ça. Oui, voilà, c'est plus une évolution. L'automatisation, etc. Ouais. Mais je pense que ça arrange aussi beaucoup de gens qui ont besoin de lever des fonds, de dire que c'est une évolution, plutôt qu'une évolution aussi. Et puis il y a une vraie. Il y a un point, c'est déjà ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui marketent des technologies est-ce que c'est l'IA ou pas, mais qui ont besoin de lever des fonds. C'est plus cool de dire que c'est l'IA que de dire que c'est de la tech basique. Il y a ça, c'est le marché financier. Et puis je pense qu'il y a une inquiétude légitime, y compris de philosophes ou de physiciens qui vont bosser dessus, qui est l'IA à terme, est-ce qu'elle pourra dépasser l'homme? Mais nous, dans nos métiers, on est un peu loin de ce débat-là quand même. En parlant de choses qui dépassent l'homme, mais pas au sens supériorité, mais parlons des réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux inventent de nouveaux formats sans arrêt? Donc maintenant, on ne regarde plus aucune vidéo dans le bon sens, hein, c'est-à-dire dans le sens en cinémascope. On a complètement changé notre façon de faire de la vidéo et donc de la regarder. Et puis il y a des questions de tempo, de rythme. Maintenant, c'est plus, les étalons changent. C'est du 5 secondes, 3 secondes. Enfin bon, on ne sait même plus. Est-ce que, c'est une question pour toi, Michael, est-ce que nos partenaires agences créa, justement, ont bien pris en compte ça? Alors évidemment, de coûts de compagnie, évidemment. Mais pour les autres agences, est-ce que toutes les agences ont pris en compte ça, ces nouveaux formats, parce qu'on ne raconte pas la même chose en 5 secondes qu'en 30 secondes ou même en 1 minute? Non, malheureusement, pas forcément. Pas forcément, mais heureusement que Luc le disait, c'est aujourd'hui une bonne créa, elle doit pouvoir vivre surtout. On a un exemple partagé d'un compte qu'on ne citera pas et qui est très bien accompagné par TGC Values, je l'espère,
mais qui a pu, sans trahir justement un nouveau territoire de marque qui fonctionne et qui fonctionne en termes de branding et surtout en termes de recrutement, qui a pu aussi s'opérer sur la fameuse plateforme du levier digital qui pose problème, en l'occurrence TikTok, et qui nécessite vraiment d'avoir une pensée presque inverse, de vraiment partir de la communauté, de l'expression, de la consommation TikTok pour ensuite remonter sur une possible construction de publicité. Et c'est vrai que on a toujours vu ça, hein, ça s'accélère encore aujourd'hui, mais il y a 10 ans, on recevait un 30 secondes qu'on essayait de faire rentrer aussi en le compressant dans des formats qui n'excédaient pas les 15 secondes et les 20 secondes. On attendait d'avoir une narration publicitaire de 25 secondes avant de savoir qui on parlait, alors qu'on avait un skip à 3 ou 4 secondes. Donc voilà, ça fait 10 ans que ça dure. Mais là, effectivement, aujourd'hui, c'est un vrai sujet parce que les performances peuvent être diminuées du simple à x10. Donc, quand un annonceur va investir 100, ben, à un moment donné, si on lui fait perdre 10 points de performance en raison d'une création qui n'a pas été pensée ou qui n'est pas suffisamment compatible par rapport à ce que le support diffuse, ça peut être compliqué. Donc là, c'est vrai qu'on a un vrai travail d'entremetteur entre la plateforme, le média, le diffuseur, l'artiste, l'agence ouais. créatif, la magie de la création, et pour nous, les unifier, et puis faire en sorte que justement l'idée, le territoire et puis la magie créative puissent aussi opérer sur ces nouvelles plateformes. Ouais, enfin, se pose quand même la question de qu'est-ce qu'on mémorise après avoir vu autant de formats très petits. Mais voilà, ça c'est mon côté in-between entre vous deux. Donc Luc, comment tu vois ça justement, cette multiplication des formats? Est-ce que vous, dans les agences créa, vous continuez à vous amuser même avec ces territoires de communication un petit peu différents? Et puis, comme on aime bien se projeter dans Vcast, comment tu vois l'avenir de tous ces formats? Est-ce qu'on va continuer d'en inventer encore tout le temps? Et finalement, c'est un peu l'avenir de ton métier. Oui. Moi, je trouve ça. Enfin, notre métier, il évolue, il a toujours évolué. Tant mieux. On ne peint plus dans les églises romaines sous les ordres d'un Vatican. Voilà, c'est l'ordre du Vatican ou l'ordre d'un pape. Il y a l'invention de la publicité télé, la radio, aujourd'hui le digital. Le digital qui se diversifie énormément avec de nouveaux formats sur les réseaux sociaux, plein de publicités automatisées. Je trouve que dans l'ensemble, je dirais que c'est important de s'adapter à ça. De toute façon, notre métier, il n'y a pas écrit quelque part qu'on ne fera que des films télé 30 secondes. Surtout que maintenant, la nouvelle norme, c'est 20 secondes. Donc, Oui, c'est la nouvelle, oui, c'est pour ça que j'ai fait exprès. Oui, d'ailleurs, de facto, c'était déjà la norme, sans le dire, puisque la plupart des publicités achetées étaient plutôt en 20 qu'en 30. Donc, il faut évoluer avec son temps. Moi, je pense que néanmoins, et bien sûr, on peut être créatif en 3 ou 4 secondes. Il y a une agence qui s'appelle Rébellion qui a fait des trucs récemment, je crois, pour Tinder. J'ai trouvé les pubs vachement bien en 5-6 secondes. J'aime bien aussi parler du travail des autres, pas que du mien. J'en ai rare qui le fait, mais je trouve c'est élégant de dire voilà, j'ai vu cette pub-là, je dis tiens, c'est malin, ça parle aux jeunes, c'est Tinder, c'est 6 secondes, ça fonctionne bien. Un de mes pubs préférés ces dernières années, c'est des pré-rolls qui ont été primés à Cannes il y a 2-3 ans où on jouait avec les pré-rolls. Donc, bien sûr, nouveaux médias, nouvelles opportunités créatives. Donc, moi, je ne suis pas du tout rétrograde au sens où il ne faut pas faire des choses courtes, etc. Après, je dirais juste aux annonceurs qui finalement financent ces plateformes avec leur publicité, parce que sans publicité, ces plateformes n'existeraient pas. Je leur demanderais juste de parfois être un tout petit peu plus critique ou exercer un esprit critique un tout petit peu plus fort sur leur choix des médias. C'est-à-dire que est-ce que c'est vraiment si bien de filer autant d'argent à des plateformes numériques pas basées en France qui nous disent qu'il faut faire de la création en 3-4 secondes. Moi, d'un point de vue créatif, je n'ai pas de problème pour le faire en 3-4 secondes, mais est-ce que c'est vraiment si bien que nos enfants ont des troubles d'attention et swipe en permanence? Est-ce qu'on a vraiment envie de donner notre argent à ces gens-là? Ou est-ce que, à un moment où il y a quand même certains presses de gauche et de droite en France qui font leur travail correctement, qui sont quand même en difficulté, est-ce qu'il n'y a pas une petite responsabilité je ne dis pas d'arrêter l'un pour faire que l'autre, je dis juste prendre ça en considération parce que quand on dit qu'on est une entreprise responsable, ça passe aussi par le choix des médias qu'on décide de soutenir.
Et dans cette équation-là, il y a l'efficacité pour toucher une cible. Mais je pense que si on parle de responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, il y a aussi une petite question à se poser sur quel média je choisis par rapport à la responsabilité et le pouvoir que j'exerce quand je signe un chèque pour une régie plutôt qu'une autre. Donc là, normalement, en langage réseaux sociaux, on met un cœur, on fait partager et on commente, on dit « Je suis tout à fait d'accord avec toi, Luc », c'est ça. Donc voilà, au nom de Values, non, mais moi, je le dis. Enfin voilà, bon, nous, c'est complètement notre positionnement. Et Values, votre étude vous permet aussi de jauger un peu ça. Et je sais qu'il y a certains médias que vous n'avez pas très envie de promouvoir, même si vous investissez l'argent de vos clients dans certains médias, même si vos clients vous le demandent. Et je pense que on ne peut pas dire qu'on est responsable et après totalement oublier où est-ce qu'on file le fric qu'on nous confie. C'est pas possible. Voilà. En tout cas, c'est notre responsabilité, nous, agence média et créa. Bon, c'est bien que ce soit toi qui le dises, mais c'est aussi parce qu'on est des agences indépendantes et qu'on peut se permettre de le dire aussi différemment. Mais c'est aussi notre responsabilité de relever ça. Une responsabilité d'informer et de recommander. Après, à un moment donné, on n'est pas non plus décisionnaire final. Mais c'est effectivement l'étude de Value and Values est un premier pas pour justement donner une couleur, une valeur à certains médias et surtout aider les annonceurs à se projeter sur un plan A isoperf et un plan B isoperf, mais qui va tirer sur des valeurs beaucoup plus vertueuses et beaucoup plus intéressantes pour sa marque. Mais effectivement, libre à lui de prendre sa décision. Il y a plein d'autres choses aussi qui sont faites sur justement le fait de pouvoir prioriser des sites à rédaction française, des sites français, des sites avec les serveurs hébergés en France ou en Europe. Mais encore une fois, voilà, si on veut de la performance court terme, on en revient au sujet introductif. Si le juge de paix va être un volume de clics, une visite à 10 secondes ou un lead généré, à un moment donné, on a beau faire ce travail de conseil, si le couperet est un couperet très quanti, voilà. Après, les annonceurs choisissent leur agence aussi. Oui, exactement. Et puis c'est un choix économique aussi. Exactement. C'est effectivement, mais je pense que la publicité, c'est un peu comme beaucoup de secteurs. Si on veut vraiment faire de l'argent très vite, c'est comme l'agriculture productiviste, foutez plein de pesticides dans le champ, dégagez les haies et puis vous allez faire de l'argent très vite. Sauf que sur le moyen et long terme, ça va quand même créer des problèmes ailleurs. C'est pareil dans les médias, on peut aller chercher que du clic. Après, peut-être que la qualité de l'inventaire acheté, peut-être que la qualité des interactions créées, peut-être la qualité des gens, la vie des gens qui doivent produire ces contenus n'est pas top non plus, quoi. Bon, voilà, donc à un moment donné, on décide quel type de capitalisme on veut aussi. Est-ce qu'on veut un capitalisme totalement irresponsable ou est-ce qu'on veut un capitalisme qui cherche à gagner de l'argent mais sur le moyen et le long terme, en traitant à peu près bien les gens, l'info et la planète. C'est des choix. Voilà. Mais en revanche, on ne peut pas dire qu'on est responsable et puis faire n'importe quoi avec son argent. Petit moment de silence. Et je vais vous remercier tous les deux. Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup, Mickaël, d'être venu au micro de VCast. Vous avez compris, aujourd'hui, on a parlé de choses complètement dingues. On a parlé de communisme. On a parlé du mythe d'Aristophane, on a parlé de cardinaux et autres rois, on a parlé club de golf, d'IA, de réseaux sociaux et de médias responsables, évidemment. Quant à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de VCast. D'ici là, mettez-nous des étoiles, des petits commentaires, envoyez-nous vos idées de sujets.